10 mai 2023, Necoclí, petite ville portuaire du golfe d'Urabá, sur la côte caribéenne de Colombie. Le port est bondé. Des groupes attendent leur embarcation. La tension monte entre des Colombiens et des Vénézuéliens. 12 mai 2023, Capurganá, à 3 heures de bateau de Necoclí, dans le département du Chocó, de l'autre côté du golfe d'Urabá. Une cinquantaine d'Asiatiques sortent de la lancha. Nous qui pensions naïvement être les seuls visiteurs. D'autres arrivent toutes les heures, chacune faisant transiter des passagers du monde entier. Le capitaine protège son visage du soleil et peut-être des regards. « 13 mai 2023, Trigana, un autre village de la côte, au sud de Capurganá. Luis, un jeune du village, raconte qu'il accompagne des migrants jusqu'à la frontière panaméenne pour arrondir ses fins de mois. Il travaille à son compte. 15 mai 2023, Acandí, petite ville proche de Trigana. Les panneaux de la Croix-Rouge donnent des conseils. Gardez vos papiers en lieu sûr. Ne vous engagez pas sur la traversée si vos conditions physiques ne vous le permettent pas. Bueno, me llamo Giselle Gordillo, tengo 20 años, soy colombiana. Hola, me llamo Gustavo Portillo, tengo 21 años, soy de Venezuela. 4 juin 2023, un mois plus tard, Guatemala Ciudad, chez Diana. Gigi, Gus et moi, on s'est rencontrés chez Diana, alors qu'elle nous hébergeait dans son petit appartement du sud de la capitale. Eux aussi, ils venaient d'arriver au Guatemala. Alors un soir, autour d'un plat de riz frit, on parle de nos voyages. Ils m'expliquent qu'ils viennent de Tuluahuayé, une ville proche de Cali, en Colombie. Là-bas, Gisèle avait fini ses études d'auxiliaire pharmaceutique et travaillait dans une clinique. Elle vivait avec sa mère et sa sœur dans un appartement au-dessus d'un bar avec de grandes tables de billard. Gigi a 20 ans, mais au premier coup d'œil, je lui en aurais donné 15, pas plus. Ce qui a attiré mon regard, ce sont ses yeux noirs perçants qui lui donnent un air sévère et son tatouage énorme qui s'étale sur toute sa cuisse, représentant une femme qui regarde les étoiles. Gus, lui, c'est un petit blagueur. La première fois que je l'ai vu, il m'a fait croire qu'il avait étudié la criminologie à la fac. En Colombie, il était mécanicien. En fait, lui, il est vénézuélien. Il est arrivé en Colombie avec sa mère et une tante, illégalement, il y a genre 5 ans. Il m'explique qu'à Tuluahuayé, la vie s'organise autour des galères et des représailles entre bandes, où tout le monde a plus ou moins un pied dedans. Il me raconte en riant dans la cuisine que là-bas, c'est fréquent de se faire couper la tête à la machette. Nos conversations à tous les trois rythment nos journées pendant que Diana travaille. Ils me racontent la vie qu'ils ont quittée, ils me racontent leur voyage. Parfois, on se rend compte que nous sommes passés par les mêmes endroits. La même côte caribéenne du département du Chocó, qui n'est accessible que par bateau. Les mêmes petits villages, Necoclí, Acandí, Capurganá. La même jungle humide, qui s'étend depuis le nord de la Colombie jusqu'au Panama. Une jungle immense, de celle qui pourrait vous absorber. Le jeu de loi. Une histoire racontée par Gisèle et Gustavo. Et pourquoi ce voyage ? On est parti parce qu'on a de la famille et des amis qui vivent aux États-Unis et qui nous ont invités à les rejoindre. Surtout mon père, qui vit déjà depuis quelques années. Et pour des raisons personnelles. Mon père est arrivé aux États-Unis. Il a fait ce qu'on appelle un mariage blanc. Enfin, je sais pas trop comment vous appelez ça chez vous. Enfin bref, en gros, il a cherché une femme états-unienne
qui l'a aidé à obtenir sa nationalité moyennant une certaine somme d'argent. Après ça, il a travaillé dur pour payer cette dette et a finalement obtenu sa nationalité américaine. Il a maintenant ses papiers américains. C'est pas un titre de séjour, c'est vraiment la nationalité. Tiene sus papeles, no permisos de estadía, sino papeles, o sea, nacionalidad estadounidense. En realidad, pues, En réalité, siempre ha ça a estado en toujours los été dans nos plans d'aller aux États-Unis planes, querer a dès le Estados début, Unidos. quoi. Siempre Et comme estuvo en le plan. papa de Gus nous Y a como proposé de le el rejoindre, papá de Gus nos está dando la oportunidad, entonces por eso. Como te digo, yo trabajo en comme una je t'ai dit, clínica, la je travaillais clínica dans une iba a cerrar, clinique entonces et yo elle allait quedé sin fermer, donc trabajo. j'allais me retrouver sans travail. Y pues a raíz de eso yo decidimos À como partir de organizar ça, el viaje. on a commencé à préparer le voyage, sachant qu'on se trouvait en plus tous les deux sans emploi. Uno en ese momento no piensa en los Et à ce amigos, moment-là, uno no piensa sino tu en penses el pas à tes amis, en fait, tu bienestar penses à de tus personne, tu penses seulement amigos. au En el bien-être de que, ta por famille. ejemplo, en mi caso, Par exemple, mamá ma maman, lucha pour por prendre soin de nous, nosotras, porque de ma somos sœur et de dos, moi, lucha elle por s'est tuée à la nosotras tâche día a toute sa día vie. y le toca Et du coup, trabajar muy maintenant, fuerte, moi, je entonces connais mon eso es objectif, mi pensamiento. arriver aux États-Unis Llegar a et Estados travailler Unidos, énormément pour que ma trabajar mère vive mieux. demasiado para que mi mamá viva mejor. Ya veo que ya los papeles deben cambiar. Tengo un hermano que Je pense que maintenant, il est temps que les rôles changent. 19 años recién cumplidos y J'ai un frère qui a passé du temps avec mon père aux États-Unis et là, il vient d'avoir 19 ans. toda su vida a comprar. Et il est bien financièrement. Y, o sea, Il est está très jeune et il joven gagne déjà beaucoup. y gana Donc muy bien. ça, c'est un exemple qui nous motive à avancer et à profiter de ce genre d'opportunités qu'on n'a qu'une fois. Son oportunidades que no se ven dos veces en la vida, entonces aprovechen. O sea, de sacarla yo adelante, que ella tome ya su tiempo de relax. Il était temps pour moi d'aller de l'avant, de me mettre au vert, de créer un avenir. J'ai rencontré Gigi, ma copine actuelle, avec qui du coup je me projette. Donc toutes les conditions étaient réunies. C'était ça l'idée, saisir cette opportunité de partir avec elle. Parce que ce genre de choses, ça n'arrive jamais en fait. Et il faut pas passer à côté. À un moment, c'est maintenant. On se pose pas la question, on a 20, 21 ans. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais il faut aller de l'avant. Y que hay que On aprovechar doit profiter du fait d'être jeune, quoi. On va pas attendre d'avoir 30 ans et se dire ça y est, c'est trop tard, j'y vais pas. Non mais c'est sûr, faut pas laisser passer une occasion pour partir. Sinon un jour tu regardes en arrière, tu te rends compte que ta vie elle est passée en un éclair et c'est trop tard. Es como toda madre, pues siempre va a querer un futuro mejor para uno y En vrai, je me dis c'est aussi ça aimer quelqu'un. C'est vouloir un bel avenir pour lui et le laisser saisir sa chance. En fait, dès le début de la relation avec Gisèle, j'ai envisagé la possibilité de partir de Colombie avec elle, de rejoindre les États-Unis, de construire un futur. J'ai abordé le sujet du voyage. Je lui ai dit que je pourrais l'aider financièrement, vu que j'avais déjà réuni une certaine somme d'argent. Je lui ai demandé si elle se sentait capable de faire ce voyage, si elle se sentait à l'aise avec cette idée, si c'était possible pour elle en fait de laisser sa famille pour une autre vie, des nouveaux plans. L'idée c'était pas de partir pour n'importe quel pays, mais de vraiment prendre au sérieux l'objectif d'atteindre les États-Unis. Fallait penser qu'on partait pour 5 ans minimum, donc 5 ans sans voir sa famille. Como decís, por lo mínimo que uno no vuelva a ver la familia son 5 años o hasta más tiempo. Pues en los planes como tal, sí hay ganas de volver a Après, oui, Colombia, pero l'envie de revenir en Colombie, elle existe, mais en fait, ce serait revenir pour acheter une maison, un appartement ou un commerce. Mais dans mes plans, l'idée, c'est pas de revenir vivre en Colombie. J'ai envie d'avoir des maisons pour revenir en vacances, mais revenir vivre en Colombie, non. La verdad, pues nosotros decidimos movernos rápido de Colombia fue porque recibí amenazas. En réalité, on a décidé de partir de Colombie rapidement parce que j'ai reçu des menaces de gang. En fait, il y a plein d'organisations criminelles à Tuluá-Valle. Et c'est comme ça en Colombie. À Tuluá-Valle, les organisations criminelles s'organisent comme les institutions. Bon, c'est-à-dire que c'est des bandes criminelles qui gèrent le village, la ville de Cali et presque toute la Colombie. À cause d'elles, on appelle la ville Tuluakistan.
En fait, c'est un jeu de mots entre Tuluá et Afghanistan. Et du coup, j'ai reçu des menaces. Ils voulaient me faire travailler de force. Et si je travaillais pas pour eux, ils allaient me tuer ou ils allaient faire du mal à mes proches, ou j'en sais rien, quoi. Que ce soit Gigi, ma famille. En fait, c'était une obligation de partir. Parce que si je travaillais pas pour eux, j'allais devoir leur payer une grosse taxe. Et si je parvenais pas à payer cet impôt, en fait, ça allait finir par me tuer. Nosotros tomamos la decisión de viajar el 17 de mayo. Et le 17 mai, on est parti. À ce moment-là, la mère de Gus savait qu'on allait partir. Elle l'a su dès l'instant où on a décidé de quitter le pays. Mais moi, mes parents, ils ne savaient pas. Ma mère, elle s'est rendue compte la veille que je m'apprêtais à partir. Et ma sœur, je lui ai dit au revoir le jour du départ parce qu'elle partait au travail et je savais que j'allais pas la revoir. Je lui ai dit ma sœur, à bientôt, je m'en vais. Elle était un peu en état de choc parce que on a toujours grandi ensemble, quoi, sans jamais se séparer, jamais, quoi. Donc ça a été dur pour elle. Et mon papa, je lui ai dit 2 heures avant de partir que je devais lui dire au revoir. Je suis allée le voir et je lui ai dit « Papa, je m'en vais avec mon copain, je m'en vais loin ». À aucun moment je lui ai dit que j'allais aux États-Unis parce qu'à la base, je voulais dire à personne que je partais. J'ai simplement dû avertir mon père, ma mère et ma sœur. Et c'est tout. Par exemple, mon père, le jour où je lui ai annoncé, il m'a dit « Mais qu'est-ce que je dois faire pour que tu restes ?» Et c'est exactement le genre de choses que je voulais éviter. Je voulais pas qu'il me freine. Je savais que s'il me disait quelque chose, j'allais commencer à dire « Non, Gus, je peux pas partir ». J'ai donc décidé de rien leur dire. Mais ma mère, elle a découvert un peu plus tôt parce qu'elle a vu que je sortais en cachette mes affaires. Mais mon père, lui, je lui ai dit au revoir 2 heures avant le départ. Je suis montée dans un bus et voilà. Je ne suis pas je suis nous. Je suis des milliers de nous perdus dans la gare routière ou peut-être sur la place, dans l'attente qu'un passant nous regarde en face et nous parle comme dans le bar que nous laissons derrière nous. Ce bar qui est au-delà du désert et de l'océan. Ce bar qui nous embrassait sincèrement dans un recoin du vieux quartier, alors que la ville, elle, ne nous embrasse qu'en rêve éveillé. Memoria de la Ciudad Ilegal 3, partie 2, Rodrigo Arenas Carter. On a commencé le voyage le 17 mai. Bon, du coup, on est parti de Tuluá Valle. De Tuluá Valle, on est allé à Medellín. Et ensuite, de Medellín, on est allé à Necoclí. Et de Necoclí, on a pris un bateau jusqu'à Candí, dans le Chocó. Et là-bas, on est arrivé à un refuge. Quand tu arrives à Necoclí, il n'y a plus que 2 types de personnes, soit les touristes, soit les migrants.
Ça veut dire que moi, en tant que Colombienne, je paye 75 000 pesos parce que je suis considérée comme une touriste. Mais du coup, pour les personnes vénézuéliennes ou de n'importe quel autre pays qui ne peuvent pas se faire passer pour des touristes, ils sont considérés comme des migrants. Et dans ce cas-là, tu payes 175 000 pour la traversée, en bateau. C'est là que tu commences à avoir affaire à la mafia, aux négociations, aux raquettes, parce qu'ils te vendent, par exemple, un sticker qui présente comme une taxe de passage qui coûte 75 $. C'est vraiment un pur mensonge, cette taxe, parce qu'après, personne ne te demande rien. Quand tu arrives à Akandi, personne ne te le demande, c'est vraiment tout simplement du vol. Cuando tú llegas a Candí, ni te piden eso. O sea, es un robo total que te hacen en Necoclí. Ya al llegar a Candí, si ya no tienes que pagar como Et ouais, en fait, quand tu arrives à Candí, t'as pas besoin de payer ce qu'on appelle un coyote. C'est un genre de guide, un passeur, quoi. T'arrives dans un refuge, là-bas t'achètes un bracelet, parce que le chemin par lequel tu passes pour arriver au deuxième refuge, c'est un chemin privé qui appartient aux organisations qui contrôlent toute la zone. De que pasan a uno por un camino hasta lo hacen llegar hasta el tapón de Segundo refugio. un segundo Cuando refugio. nosotros pasamos de Necoclí a Quand on est passé de Necoclí à Akandi, on est arrivé au refuge qui coûte 180 $ par personne. Dans celui-là, comme dans tous les autres, tout se négocie. Là-bas, tu trouves les personnes qui t'emmènent au second refuge par une propriété privée pour que tu commences la traversée. Il n'y a ni police, ni service d'immigration, rien du tout. En fait, c'est les paramilitaires qui contrôlent les villages de toute la région. Tu dois, t'es supposé payer 180 $ pour passer d'un refuge à l'autre. C'est un endroit où tu campes, mais on te vend de la bouffe. En gros, c'est juste un endroit où tu peux poser ta tente. C'est un genre de camping, quoi. Ça, c'est à Akandi. C'est vraiment proche de la ville. C'est vraiment à 20-30 minutes de marche. C'est juste que c'est une propriété privée, c'est comme une ferme. Quand tu dis « je suis touriste », ils te séparent totalement des migrants. Et du coup, les touristes, ils arrivent à un autre port. Nous, en tant que migrants, ils nous amènent à un autre endroit d'où viennent te chercher d'autres bateaux qui t'amènent au refuge. Quand tu arrives, ils te demandent 180 $ par personne, et si tu les as pas, ils vont pas te laisser passer au deuxième refuge. Mais, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu dois négocier en permanence. Nous, on n'avait pas l'argent pour passer, on n'avait pas les 180 $. Du coup, on leur a dit qu'on n'avait pas cet argent et on n'était pas les seuls. Il y avait plus de 500 personnes dans le refuge qui n'avaient pas suffisamment d'argent pour passer. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils te laissent au refuge autant de temps que nécessaire. Quand ils voient que ça fait 3 ou 4 jours que t'es là, ils te disent « Bon, ok, t'as combien? Donne-moi ce que t'as, tu peux y aller. » Nous, on est restés 3 jours dans le refuge à Akandi et on a dû donner 50 $ par personne pour passer au prochain refuge. On y est arrivé vers 15h et là, c'est pareil. Il y a de quoi camper, t'as des toilettes, de quoi te doucher, des petites échoppes où on te vend de la bouffe. Là-bas, tout se paye. Si tu veux charger ton tel, c'est payant. Si tu as besoin d'internet, c'est payant. Tout est payant. Pour se doucher, pour aller aux toilettes, pour tout. Tout est payant. Si t'as plus de batterie sur ton tel, tu dois payer $1. Et du coup, pourquoi le dollar? Parce que c'est une devise que tout le monde peut se procurer. Migrants, touristes, peu importe d'où tu viens, que tu sois chinois, haïtien, africain, brésilien. Juste, la monnaie de l'immigration, c'est le dollar. C'est ça, c'est le dollar. Tu peux ramener un billet chinois ou de n'importe quelle monnaie du monde. En fait, il n'y a que le dollar qui a de la valeur.
Je crois qu'à peu près 55% des gens qui passent par là sont vénézuéliens, 5% colombiens, 15% haïtiens. Il y a aussi des Chiliens. Il y a des Péruviens, des Argentins, des Brésiliens. Des Cubains. Disons que la majorité des Colombiens qui traversent la forêt, c'est qu'ils ont des problèmes avec la police, avec la justice ou comme moi, ils accompagnent quelqu'un d'autre. Il y avait beaucoup de gens dans ce cas-là. Nous, on a rencontré un jeune Colombien qui avait décidé de faire la traversée avec son épouse vénézuélienne et sa fille. Moi, j'avais la possibilité de prendre un avion à Bogota jusqu'au Mexique. Mais pour accompagner Gus, j'ai pris la décision de passer par là. On est arrivé à 15h au deuxième refuge. Et dans ce refuge, les départs pour marcher dans la forêt, c'est uniquement à 5h ou 6h du matin. Ils te réveillent à 4h du mat pour que tu payes la nuit et pour que tu récupères tes affaires. Et à 6h, quand tout est bon, ils te laissent partir et tu peux commencer la traversée. Dans ce refuge, chaque jour, c'est plus de 1500 personnes qui partent traverser la forêt. Il y a des enfants, des bébés, des grands-parents, des handicapés. En plus des 1500 personnes, il y en a 200 autres qui aident les personnes effectuant la traversée. Une centaine de guides et ceux qu'on appelle les mochileros. Tu les payes pour qu'ils portent ton sac à dos. Du coup, c'est à peu près 1700 personnes qui prennent les sentiers de la forêt chaque jour. Et ils sont équipés de machettes et de radios, des radios spéciales. Ils communiquent entre eux pour savoir d'où tu viens, s'il y a des gens qui restent bloqués, parce qu'il y a vraiment des milliers de personnes. En fait, ils gèrent les flux jusqu'au drapeau qui marque la frontière avec le Panama. Jusque-là, il y a des campements. Jusque-là, il y a les guides. Jusque-là, il y a les mochileros. Jusque-là, tout le monde peut y arriver, jusqu'à la frontière. Avant, il y a les zones où on te vend des repas, de la nourriture, des boissons fraîches, où tu peux te reposer. Mais à partir de la frontière, jusqu'au premier village du Panama, il n'y a rien. Si je pouvais me dresser, bien plus haut que ce cyprès qui est sur le mont Paclom, et voir au loin, encore plus loin, en mettant mes mains sur mon front, pour englober plus de distance, j'apercevrais peut-être le lendemain, derrière le coucher du soleil. Voyeur, Humberto Acabal. Nous, on est resté 2 jours et demi dans la forêt, mais quand tu viens avec tes enfants ou ta famille, la plupart du temps, tu y passes 4 jours. À Akandi, c'est pas dangereux. Depuis le moment où tu sors d'Akandi jusqu'à la frontière, on va s'occuper de toi. Si t'es fatigué, qu'il t'arrive quelque chose, on va s'occuper de toi. Mais si tu pars de Capurganá, tu risques de te faire violer, de te faire voler, de te perdre parce que t'as pas de guide. C'est clairement beaucoup plus dangereux. Tant que t'es pas sorti de Colombie, en vrai, il n'y a pas vraiment de risque, ni qu'on te vole, ni qu'on te viole, ni rien. T'es en sécurité parce que t'as payé. Mais quand t'arrives au drapeau qui marque la frontière, ils te disent « Suivez cette direction ». Et c'est la seule indication qu'ils te donnent. Ils te disent « Marche toujours le long du fleuve, mais à 18h, tu dois installer ton campement dans les hauteurs, loin du fleuve, et tu suis toujours les drapeaux bleus, toujours. » Et si tu respectes ces indications, tu trouves le bon chemin. En fait, c'est pas vraiment des drapeaux, c'est des sortes de petits sacs plastiques bleus qui sont accrochés aux arbres
aux branches, aux pierres. Faut que tu gardes en tête que si tu vois plus les sacs bleus, c'est que tu t'es perdu. Et en fait, le danger du sentier, c'est que tu dois traverser le fleuve, marcher, retraverser le fleuve, marcher. Tu traverses mais constamment le fleuve, parce qu'il y a 2 chemins, l'un de chaque côté du fleuve. Dès qu'il y a un des chemins qui devient trop difficile, tu traverses le fleuve pour continuer de l'autre côté. Tu marches dans la boue, dans des flaques, dans le fleuve. Tu dois passer des cols de montagne, t'accrocher à des cordes. Parce que parfois, la seule manière de traverser, c'est de se hisser à ces cordes. Et si tu glisses, si tu sautes, si tu tombes, tu meurs. Parce que, en fait, t'es emporté par le courant. Et comme je t'ai dit, à partir de la frontière, il n'y a plus personne pour s'occuper de toi, il n'y a personne qui t'attend, personne ne te donne rien. Ça complique vraiment les choses. L'un des dangers de la forêt, même le plus important, c'est de tomber nez à nez avec des indigènes. Parce que te volent et dans notre cas, ils ont violé une fille pendant la traversée. C'est vraiment la chose la plus dangereuse qui puisse t'arriver. Ils te volent tout. Argent, téléphone, vêtements. Faut aussi faire attention aux animaux. Il y a des panthères, il y a les singes, les micos, et eux aussi ils t'attaquent. Ah oui, ils te jettent des bouts de bois, des pierres. Tu vois, quand tu marches, tu les entends crier entre eux. Enfin, comme je t'ai dit, il faut toujours suivre les drapeaux bleus. Et il y a des passages où le débit du fleuve est important. Moi, j'ai failli me faire emporter 2 fois parce que tu traverses avec ton sac, t'es fatigué, tu pèses lourd parce que ton sac se mouille. On avait un sac de 65 litres. Après, mouillé, il fait le poids d'A80, peut-être plus. Je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de déchets dans la forêt, parce qu'on te dit de pas prendre beaucoup d'affaires, mais la première chose que tu fais, c'est emporter tous tes vêtements dans ta valise. Tu trouves des passeports jetés dans la forêt. Il y a même des passeports volés que les gens jettent ensuite, parce qu'ils n'ont pas envie de s'encombrer. Des tentes, des vêtements, des chaussures, de la nourriture. Et des choses... Mais elles sont neuves, tu vois. Les gens, ils jettent tout. La pollution qu'il y a dans cette forêt, mais c'est énorme, c'est vraiment énorme. Et des téléphones neufs, des téléphones de dernier modèle en plus. Par semaine, c'est plus de 10 000 personnes qui peuvent traverser. Et ensuite, dans la forêt, on se fatigue, on marche non-stop pendant 2 jours et demi sans voir personne. Je te jure, c'est désespérant. C'est désespérant. Et c'est une expérience parce que tu rencontres des gens, enfin, tu sociabilises avec des gens. Par exemple, quand on a commencé la traversée, on marchait avec un groupe de 5 hommes, 5 adultes et 2 enfants. Ils sont avec 2 enfants, donc c'est sûr que leur rythme ne va pas être le même que le nôtre. Et à mi-chemin, on les a perdus. Parce que là-bas, personne ne t'attend. Personne. Il y a Gus et moi, et point. Personne ne nous attend. Après, on a rencontré 8 autres personnes, tous des adultes, dont une fille blessée au genou. Donc on marchait pas au même rythme.
Mais en fait, si tu rencontres des gens dans la forêt, tu sais que personne ne va t'attendre et que tu peux pas te permettre d'attendre les autres. À un moment, le premier jour, vers 18h, on était encore en train de marcher et marcher. Je pleurais, j'étais désespérée parce qu'on voyait personne. On était mais complètement seuls. Et puis on a aperçu 2 garçons en train de se baigner dans le fleuve. Je leur ai demandé, il y a quelque chose par là ? Et ouais, il y avait le premier campement de la garde panaméenne. Quand on y est arrivé, la nuit était déjà en train de tomber. On a monté le camp, on a enfin pu manger et on est allé se coucher. Le jour d'après, tu te lèves à 4h, tu ranges le camp et tu commences à marcher. On avait mangé à 19h la veille et on s'est pas arrêté jusqu'à 14h le lendemain pour remanger quelque chose. On a pu s'arrêter avec des gens qui traversaient, on a mangé. Ils ont sorti des boîtes de conserve, des tortillas, nous aussi, des boîtes de conserve et tout ça. On a mangé pour prendre des forces et on a continué à marcher. Le deuxième jour, on est restés tous les deux. Vers 19h, alors qu'on nous avait dit de nous arrêter vers 17h, on était tellement désespérés de rester seuls dans la forêt que de nuit, et avec nos lampes, on était encore en train de marcher. On a dû traverser le fleuve à cette heure-là parce qu'on a aperçu un campement et d'autres personnes. Le camp était installé sur un flanc de montagne tellement en pente que quand on s'allongeait dans la tente, on glissait. Cette nuit-là, dans une tente à côté de nous, un couple de Vénézuéliens s'est battu. La fille est sortie le matin avec un œil au beurre noir. Ouais, en fait, ça fait partie du décor de la traversée. Il y a tellement de stress, de désespoir, il y en a, ils peuvent plus se contrôler en fait. Ils pètent un plomb pour n'importe quoi. Ah mais si t'es le genre de mec qui frappe ta femme, t'en es un et c'est tout. Par exemple, Gus et moi, on s'est disputés, on s'est engueulés, mais on n'est pas allé jusqu'au cou, et eux aussi. Ce jour-là, on a campé à 19h, on n'a pas mangé. Le jour suivant, on s'est levé encore à 4h du matin, avec les mêmes vêtements mouillés, le même sac à dos plein d'eau. Et à 10h du matin, j'ai dit à Gus, j'en peux plus, j'ai plus de force, j'ai trop faim. Du coup, on s'est arrêté, on a rencontré une fille à ce moment-là qui s'appelle Genesis. Elle marchait avec son bébé et son copain. Le bébé, il devait avoir à peine, je sais pas, 1 an et demi environ. Il était vraiment tout petit et il marchait. Il y avait un couple avec une femme enceinte qui les accompagnait. On s'est arrêté, on a fait à manger pour partager avec eux parce qu'ils n'avaient même pas de sac à dos. Ils avaient tout jeté. Il leur restait seulement les affaires du bébé. Des vêtements, des couches, du lait pour faire un biberon et c'est tout. C'est tout ce qu'ils avaient. Et le petit buvait que du lait depuis 2 jours, de la poudre et de l'eau et c'est tout. Nous, on avait de la nourriture et on a partagé avec eux. On était en train de manger quand une fille toute seule est arrivée. Elle devait avoir à peu près 26 ans. Elle était seule, toute pâle. Elle avait passé 3 jours sans manger, 3 jours dans la forêt. Elle avait commencé la traversée avec 3 garçons, son cousin et 2 amis à lui. Et ils l'ont laissée seule parce qu'elle était un peu grosse et marchait plus lentement. El caminar de ella no va a ser el mismo que otra persona normal. Le dimos de comer porque ya. On lui a donné à manger parce qu'elle était déjà sur le point de s'évanouir. Elle tremblait. Elle nous a raconté qu'on l'avait laissée seule ici et que ça faisait déjà 3 jours qu'elle était dans la forêt.
On lui a donné à manger, mais c'est la seule chose qu'on a pu faire parce qu'elle est restée derrière nous et nous, on a repris notre route. On finissait à peine de manger quand un groupe de gens est arrivé et nous a avertis que 3 indigènes armés venaient de passer. Probablement ceux qui volent. J'ai été prise d'un stress immense. Et j'ai jeté toute la nourriture qu'on avait et on est parti de suite. J'ai dit à Gus, on y va. Et Gus me disait, calme-toi, on est bien, il y a des gens derrière nous, on n'est pas tout seul. Et moi, je marchais sans m'arrêter. Si vous voulez savoir où je traînais, dites-vous simplement, les choses se passent. Regardez cette obscurité, des caillasses sur le sol. Regardez le fleuve se détruire avec le temps. Je ne sais pas guère plus que ce que les oiseaux égarent, que la mer laissée derrière nous et le visage de ma sœur sanglotant. Pourquoi tant de régions? Pourquoi ce jour s'ajoute-t-il à un autre? Pourquoi cette nuit noire dans la bouche s'accumule? Et pourquoi tant de morts? Si je dois vous dire d'où je viens, je dois parler avec les choses brisées, avec l'amer refrain des ustensiles, la pourriture des bêtes les plus grandes et le souci permanent de mon cœur. Je n'ai pas vu les souvenirs se croiser. Je n'ai pas vu le jaune terni de la colombe endormie dans l'oubli. Mais des visages, face à moi, sont en larmes, des doigts s'enfoncent dans les gorges et des feuilles tombent l'obscurité d'un jour fini. Un de plus à manger la tristesse de nos sangs. Pourtant, la violette continue, l'hirondelle également, et tout cela de doux que nous aimons, et qui se donne, sur la carte à la longue traîne, où la douceur et la durée, un instant se promènent. Mais n'allons pas nous perdre au-delà de ces dents, n'allons pas mâcher ces écorces de silence accumulées. Je n'ai plus rien à vous répondre. Je vois le jour chargé de morts, et tant de jetés fissurés par le couchant, et tant de têtes heurtées par des navires. Et ces mains-là, qui tenaient cloîtrés les baisers, je vois surtout ce que je veux, sur le champ, oublié. Pablo Neruda, il n'y a pas d'oubli. Et là, on est arrivé à Las Piraguas. Quand tu traverses la forêt, il y a une partie où il y a une croix blanche. Cette croix, je crois que toutes les personnes qui traversent passent devant. C'est une croix en l'honneur de 2 soldats qui sont morts parce qu'un arbre leur est tombé dessus. Maintenant, il y a une grande croix blanche et les gens qui passent devant, ils laissent de la monnaie. Il y a de la monnaie de tous les pays au pied de la croix. Et au Panama, ils nous ont raconté que ceux qui récupèrent cette monnaie, ils sont porteurs de malchance parce que ce sont des offrandes, quoi. Quand tu arrives à cette croix, c'est que Las Piraguas, c'est plus très loin. C'est un endroit où quelques canoës gérés par les indigènes font les navettes jusqu'à Barro Chiquito. C'est un petit village, une communauté indigène. Ça coûte $20 par personne pour qu'ils t'amènent à Barro Chiquito, où il y a le centre migratoire du Panama. Disons que c'est les premiers Panaméens que tu vois en sortant de la forêt. Tu te fais enregistrer, ils checkent tes affaires pour leurs statistiques. C'est pas comme une douane. Ils demandent juste ton passeport, ils prennent tes données personnelles et c'est tout. Là-bas, les indigènes vendent de la nourriture, des vêtements, ils te proposent du travail. Là-bas aussi, tout est question d'argent. Pour camper, ils te font payer. Mais nous, on a rencontré un monsieur qui nous a accueillis gratuitement. Il nous a proposé de camper dans son jardin. L'eau, elle n'est pas potable, donc tu dois en acheter. Si tu n'as plus d'argent, tu peux travailler. Ils te payent $60 pour un jour de travail.
Te pagan como $60 por un día de trabajo. En fait, ça dépend. Ce qui paye le mieux, c'est le bâtiment. Mais bon, eux, ils recrutent pas énormément. La plupart, ils vont travailler dans les cuisines, les épiceries ou pour le service de nettoyage. Les gens qui ont la chance d'être payés 40, 50, $60, ils sont pas nombreux en fait. La plupart, ils sont payés 20, $25. Les gens qui travaillent là-bas, ils le font généralement pour payer les $25 du canoë qui fait la navette depuis Barro Chiquito pendant 2 heures en descendant le fleuve. Et c'est pas possible d'imaginer y aller à pied parce qu'il y a des couleuvres, des crocodiles. En fait, là, il y a 2 fleuves qui se rejoignent. Il y a un fleuve d'eau douce et un fleuve d'eau salée. Et ça, c'est l'environnement parfait pour les crocodiles, les serpents. De Barro Chiquito, tu arrives à la partie qu'on appelle l'ONU. C'est le refuge du Panama, où il y a un service de Croix-Rouge. Ils t'offrent la nourriture et tu peux camper. De Tuluá Valle à Necoclí, on a dépensé presque 450 000 pesos. Casi 450 000 pesos. En tout, depuis notre ville à Tuluá jusqu'à l'ONU, $600. $700 plutôt. Pour nous deux. Et les gens qui ont des thunes, jusqu'au Panama, ils dépensent en moyenne $1,100. C'est parce qu'ils payent un guide. Parce qu'à Necoclí, ils ne te laissent pas traverser sans guide. On a rencontré un mec qui avait pris un guide à Necoclí, alors que c'est vraiment le truc le plus inutile du monde. Le chemin est déjà tracé, tu traverses avec plein d'autres gens. Mais ils t'inventent qu'il te faut absolument un guide pour te faire payer et tout ça. Et ils te demandent $1,200. Enfin, ou plutôt, ils te volent $1,200. Nous, on savait qu'on avait absolument besoin d'économiser. Aujourd'hui, je me suis réveillée à l'extérieur de moi et je suis partie à ma recherche. J'ai parcouru chemin, sentier, jusqu'à me retrouver, assise sur un rebord de mousse, au pied d'un cyprès, parlant avec la brume, essayant d'oublier ce que je ne peux fuir. À mes pieds, des feuilles, seulement des feuilles. Aujourd'hui, Humberto Acabal. Ok, llegamos el 30 de mayo a Guatemala en horas de la tarde. Yo, por medio de una aplicación de viajeros, le texté a una chica que me encontré en esta aplicación y le dije pues que si me podía dar hospedaje. On est arrivé au Guatemala le 30 mai dans l'après-midi. J'ai trouvé sur une application de voyageurs une fille, elle s'appelle Diana. Je lui ai écrit en lui demandant si elle pouvait nous héberger pendant 2 ou 3 jours max. Je lui ai expliqué que j'étais avec mon copain, qu'on voyageait, qu'on n'avait plus d'argent et qu'on était fatigués du voyage. Elle m'a répondu que oui, elle pouvait nous héberger avec plaisir et elle m'a envoyé une adresse. L'heure du rendez-vous est arrivée, elle est venue nous chercher en camionnette. Une fois arrivée chez elle, elle a commencé à nous poser des questions pour savoir ce qu'on faisait, ce qu'on avait fait avant le Guatemala. Dès le début, on lui a dit la vérité. On est des migrants et on cherche à atteindre les États-Unis. L'idée, comme je l'ai dit au début, c'était de rester 2-3 nuits pour se reposer et continuer le voyage, mais elle nous a dit « Mais pourquoi vous essayez pas de rester ? Repartir, c'est pas une décision à prendre à la légère. Ici aussi, il y a de bonnes opportunités. » Et voilà, les mois ont passé. 1, 2, 3, 4. Au moment où je vous parle, ça fait 7 mois qu'on est au Guatemala. On a travaillé dans différentes choses. Les amis de Diana nous ont aidés à trouver du travail. On a créé une page Facebook de vente online.
On vend toutes sortes de produits Amazon et ça nous permet de mettre de l'argent de côté. On a commencé à connaître un peu le Guatemala. Diana nous a fait découvrir le pays, on est allé au lac Atitlan. En vrai, l'expérience au Guatemala a été incroyable. C'est une des plus belles choses que j'ai vécues parce que j'étais jamais sortie de Colombie et rester ici 7 mois, ça a été vraiment beau. J'ai énormément appris, j'ai connu des gens géniaux, j'ai pu rencontrer des Guatémaltèques, c'est fou. J'avais jamais pensé vivre au Guatemala. Ça m'avait même pas traversé l'esprit. Mais la vérité, c'est que ça a été une expérience trop belle. De vivre ici avec la personne qu'on a rencontrée sur le chemin et qui est une si belle rencontre. Maintenant, après avoir passé 7 mois au Guatemala, après avoir découvert ce pays, avoir expérimenté toutes sortes de choses, on a pris la décision que c'était le moment de reprendre la route. Le plan, ça a été de gagner de l'argent pour pouvoir continuer. 7 mois plus tard, ça y est, on est sur le point de s'en aller. Et en vérité, le sentiment que j'ai là tout de suite, quand je pense à continuer le chemin, c'est la peur. Je suis remplie de peur parce que on ne sait pas ce qu'on va trouver sur le chemin. On sait à quel point ça a été dur et à quel point ça va être dur. Et traverser le Mexique, c'est vraiment impressionnant. C'est un immense pays. C'est l'équivalent du trajet de la Colombie jusqu'au Guatemala. Il va falloir traverser ce pays et c'est comme avoir à tout refaire à nouveau. Ça veut dire se reconfronter à tous les dangers auxquels on a déjà fait face, les vols et tout ça. Quand on a traversé le Nicaragua, le Costa Rica, le Panama, il nous est rien arrivé. Est-ce que c'est grâce à l'univers, à Dieu, j'en sais rien. En vrai, je suis hyper stressée de ce qui pourrait se passer, de qui on va rencontrer, mais bon, le but de notre voyage, c'est d'arriver aux États-Unis et 7 mois plus tard, après toutes les aides qu'on nous a données, toutes les expériences, les choses vécues, c'est le moment de poursuivre notre chemin. La vérité, ça fait vraiment peur, mais ça donne aussi envie de voir ce que nous réserve le futur. Es un país demasiado grande, es como pasarse de Colombia a Guate, literal, es pasarse todo México, volver a pasar todo esto. También me dejé llevar por todo lo que dicen, de que te roban, todo lo que hablan y pues la verdad era lo mismo que decían cuando veníamos por aquí, cuando pasamos Nicaragua, Costa Rica, Panamá y la realidad es que no nos pasó nada gracias al universo, a Dios, no sé. Y pues la verdad soy muy llena de nervios del que pueda pasar, del que no sabemos con qué nos vamos a encontrar, pero pues decididos sí estamos. Ese fue la meta de nuestro plan, la meta de nuestro viaje, es llegar a Estados Unidos y pues 7 meses después de tanta ayuda y de experimentar y vivir cosas, ya es hora de seguir nuestro camino. La verdad sí da mucho miedo, pero también ansias de ver qué nos tiene el futuro.